Alors que je me trouvais en reportage à Douala, je suis tombé dans une sorte de guet-apens. J'ai manqué de finir transformé en passoire, en gruyère ou en vieille chaussette pleine de trous. Ce sont des choses qui arrivent parfois aux journalistes qui fouillent là où ils ne devraient pas. L'histoire que je vais vous révéler n'aurait jamais dû tomber entre mes mains, plutôt dans mes oreilles. Et pour cause, elle risque bien de bouleverser le destin du Cameroun et même de toute l'Afrique centrale. C'est une affaire explosive qui mêle guerre de succession au président Paul Biya, mercenaire tchadien et centrafricain que l'on a infiltré au Cameroun en prévision d'un putsch. Et derrière tout ce micmac plane l'ombre de barbouzes français qui ne sont jamais bien loin. Pour Biya, après lui, c'est le déluge au Cameroun. Le pays semble sur le point de sombrer dans l'abîme et de se déchirer entre les clans qui entourent le président et qui rôdent déjà autour du pouvoir, comme des charognards autour d'une proie. Le secrétaire général de Biya, Ferdinand Gongo, son directeur de cabinet, Samuel Mvondo Ayolo, le propre fils de Biya, Franck, le neveu par alliance du président et ministre des Finances, Louis-Paul Motadze, rêvent tous d'accéder à la magistrature suprême, à moins qu'ils ne se fassent voler la vedette par un militaire qui ferait un putsch et qui appartiendrait bien sûr au BIR, le bataillon d'intervention rapide, la garde prétorienne de Biya, qui est encadrée par des mercenaires israéliens. Et tout ça, bien sûr, c'est sans oublier le rôle que pourraient jouer demain des opposants comme Maurice Kamto ou Issa Chiroma Bakary, l'ancien ministre de la Communication qui a osé défier Biya lors de la dernière présidentielle et qui continue de revendiquer la victoire. Tous, ses ennemis comme ses proches, scrutent l'état de santé forcément chancelant de Paul Biya, surtout que celui-ci finit régulièrement hospitalisé, comme en 2024 à Genève, où la rumeur publique le déclara même décédé. Car après l'échec de leur offensive sur Bangui, la bande de mercenaires tchadiens et centrafricains se sont retrouvés le bec dans l'eau. Heureusement, ils ont vite retrouvé du travail dans un autre pays, au Cameroun. Un mystérieux intermédiaire les a embauchés pour une opération visant à prendre le pouvoir à Yaoundé. Et ce n'est pas une blague. D'après des audios qu'une source m'a confiés, c'est même très sérieux. Oui, mon général. Je voudrais ici faire suite à notre entretien d'hier. Voilà, notre entretien d'hier relatif au déploiement de nos troupes sur le terrain avant le lancement des opérations. Je pense que je vais vous remettre les cartes nationales d'identité camerounaises. Ces cartes nationales d'identité serviront à nos hommes pour entrer sur le sol camerounais et prendre position jusqu'à Bankomo, c'est-à-dire Bankomo, Abomban, Beitoa, Garoaboulaye, Menganga, Gaoundéré. Ça veut dire qu'ils vont être repartis sur l'ensemble du territoire, enfin du trajet, vous savez, de Garoaboulaye jusqu'à Yaoundé, c'est une seule route. Effectivement, d'après mes informations, un petit groupe de ces combattants est discrètement entré au Cameroun, juste avant l'élection présidentielle d'octobre, où Paul Biya a été déclaré vainqueur dans des conditions extrêmement contestées. Ces combattants, habillés en civil et détenteurs de fausses cartes d'identité camerounaises, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, ont reçu de l'argent. Ils ont été répartis en 5 équipes et pris position dans plusieurs villes sur la route de Yaoundé. C'était la première étape d'un plan bien plus ambitieux qui devait voir le reste de ces troupes fondre depuis la frontière centrafricaine sur le Cameroun et notamment sur Yaoundé, la capitale, dans une opération éclair. Les petits groupes d'hommes qui vont être déployés avec les cartes nationales d'identité, ce sont eux qui serviront d'éclaireurs avant votre entrée, avant votre percée fulgurante en direction de la capitale. Ça veut dire, quand ils vont arriver, ils vont identifier tous les postes de contrôle. Tous les postes de contrôle importants qui peuvent ralentir votre avancée. Donc, leur mission seront d'écarter le danger dans ces différents postes de contrôle. Ça veut dire que c'est là-bas qu'ils prendront position, dans ces postes de contrôle-là, cette nuit-là. Ce sont eux qui mettront hors de danger le passage, vous comprenez, un peu de vos véhicules. Donc leur mission sera de prendre position dans ces postes de contrôle, que ce soit le poste de contrôle entrée-sortie de Beitoa, le poste de contrôle entrée-sortie d'Abomban, le poste de contrôle entrée-sortie d'Akonolinga, le poste de contrôle entrée-sortie de Garoaboulaye, et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout.
ces mercenaires ne doivent pas prendre le pouvoir tout seuls. L'idée, c'est qu'ils doivent venir en renfort d'un clan à Yaoundé qui viendrait cueillir le pouvoir à la mort de Biya ou en profitant d'une période de troubles comme le Cameroun vient de la vivre. Le tout en bénéficiant de l'appui de féroces combattants tchadiens et centrafricains déguisés en Camerounais. D'ailleurs, le mystérieux commanditaire de ce coup d'État prétend être bien implanté à Yaoundé et avoir de solides appuis dans l'armée camerounaise. À 23h30, l'état-major donne le feu vert et ils ouvrent le feu sur tous les postes de contrôle. Ils prennent le contrôle de tous les postes de contrôle jusqu'à la frontière de Bankomo. Eux-mêmes, ils sont désormais là debout avec les uniformes de gendarmes. Donc, tout ce qu'ils ont écrasé là, ils prennent leurs uniformes, ils portent comme s'ils étaient... voilà. Et ils ouvrent toutes les barrières. Ils se rassurent que la voie est libre parce que les pick-up, les renforts, vos pick-up et renforts, les blindés viendront à grande vitesse pour foncer en direction de la capitale. La première unité qui serait devant, c'est celle qui part en direction de Yaoundé, de la capitale. Parce que celle-là doit être la plus puissante, la plus équipée, la plus armée et la plus nombreuse. Ceux maintenant qui vont s'arrêter à Bertois, eux, ils seront en deuxième position. Parce que les combats seront rudes du côté de Bertois. Quand je me suis retrouvé au Cameroun en reportage fin octobre, et alors même que mes sources me disaient que l'attaque prévue était imminente, j'ai voulu savoir qui était ce mystérieux intermédiaire camerounais et qui était vraiment derrière cette tentative de putsch. Savoir quel était le rôle exact de ces barbouzes français, notamment de ce Roger Sebag, qui semble cornaquer la bande de rebelles stationnés en Centrafrique. Et je peux vous dire que cet excès de curiosité, finalement classique chez un journaliste, a failli m'envoyer 6 pieds sous terre. Alors bon, le scénario, il n'est pas exceptionnel, c'est pas vraiment digne d'un roman de Ian Fleming. Le mystérieux intermédiaire qui avait embauché les mercenaires m'avait donné un rendez-vous un soir tard, dans un quartier pas très safe de Douala, et j'ai eu l'idiotie de m'y rendre. Surtout que les rues étaient désertées à cause des manifestations des jours précédents, qui avaient été durement réprimées par les forces de l'ordre. La seule chose qui m'a sauvé la vie, c'était que mes agresseurs, ils étaient au nombre de 3, dont un était armé d'un pistolet, ne savaient pas que j'étais un blanc un peu baroudeur et que j'avais pris une moto-taxi. Mes bourreaux ont cru que j'étais dans la voiture qui se trouvait juste devant moi, ce qui a laissé le temps au taxi-moto que j'avais pris de faire demi-tour à toute allure en croyant être tombé sur des braqueurs. Si tu vois la vidéo, l'ami, sache que je te dois une fière chandelle. D'ailleurs, c'était visiblement le plan de faire croire que j'aurais été victime d'une agression crapuleuse, un grand classique au Cameroun où on aime à se débarrasser des gêneurs en les faisant assassiner lors d'une agression nocturne ou d'un cambriolage. Souvenez-vous du théologien protestant français Éric de Putter, tué en 2012, ou même du journaliste Martinez Zogo, assassiné plus récemment en 2023. Alors je crois que j'ai eu une chance de cocu et j'ai pu rentrer en France où j'ai quand même continué à être menacé de mort par l'armée numérique du régime Biya. Mais plus inquiétant, mes comptes sur les réseaux sociaux ont été victimes de tentatives de hacking, comme si on ne voulait pas que cette affaire sorte au grand jour. La Fédération européenne des journalistes a d'ailleurs émis une alerte à ce sujet et j'ai porté plainte. Je voulais vous raconter cette histoire, avec toutes ces zones d'ombre que je n'ai pas réussi à comprendre. Mais ne dit-on pas que lorsqu'on croit avoir compris quelque chose au Cameroun, c'est que l'on n'a rien compris. Je ne crois pas être le seul à être dans le doute. Lorsqu'il a appris que des combattants tchadiens étaient embarqués dans cette sale affaire de tentative de coup d'État, le président du Tchad, Mamad Déby Itno, a cherché à en savoir plus. Et il a fait demander à Issa Chiroma Bakary, l'opposant, par l'intermédiaire d'un ancien ministre de la sécurité tchadien, si Chiroma était derrière tout ça. Ce à quoi l'opposant a répondu que c'était pas lui. Le Cameroun glisse vers une zone d'ombre où l'histoire semble se refermer comme un piège. À Yaoundé, la façade d'un État solide ne tient plus qu'à la respiration hésitante d'un vieil homme de 92 ans, Paul Biya, dont chaque disparition de la scène publique déclenche un séisme silencieux. Lorsque le pilier vacille, tout l'édifice tremble, et dans les couloirs obscurs du pouvoir, les clans s'aiguisent les dents. Gongo, Vondo, Ayolo, Franck Biya, Motazé, tous savent que l'après-Biya se jouera dans la poussière, le feu et la vitesse. À cet instant précis, le pays est un volcan prêt à entrer en éruption, car au-delà des jeux d'appareils, une autre menace se dessine, plus froide, plus mécanique, celle d'une armée de l'ombre tchadienne et centrafricaine, infiltrée patiemment sur le territoire, équipée de faux papiers, disséminée sur la route qui mène à Yaoundé, prête à neutraliser les postes de contrôle et à ouvrir en pleine nuit un couloir de feu jusqu'à la capitale. Leur mission, faciliter une prise de pouvoir fulgurante au profit d'un clan encore invisible mais déterminé.
À l'arrière-plan, des accents français filtrent dans des enregistrements clandestins, des voix qui planent au-dessus de l'Afrique centrale depuis trop longtemps. Une France qui opère par procuration, tapis dans l'ombre, jamais loin dès qu'un régime chancelle ou qu'un chaos peut être façonné. Et pendant que les mercenaires recrutés hors du pays se tiennent prêts à fondre sur Yaoundé, l'armée camerounaise elle-même ressemble à une mosaïque fissurée. Le Béhir, surentraîné et étroitement lié à des anciens instructeurs israéliens, n'est pas sûr d'obéir à ceux qui pourraient se proclamer héritiers. Certains officiers attendent leur heure, d'autres ont peu être déjà fait leur choix. Au même moment, l'opposition observe ce tumulte en silence. Kamto, Chiroma Bakari, d'autres encore. Tous savent qu'une vacance du pouvoir pourrait ouvrir une brèche, mais une brèche peut être une fenêtre ou un précipice, si Biya chute de main mort, hospitalisé. Ou simplement hors d'état de se montrer, le pays pourrait alors entrer dans ce que les stratèges appellent une zone grise, un interrègne dangereux où le droit cesse brusquement d'être une référence. Durant ces heures de flottement, tout peut basculer. Un coup d'état militaire préventif, une opération, éclair de mercenaires venus de l'Est, un soulèvement improvisé ou le chaos provoqué par plusieurs factions cherchant chacune à s'imposer par la force. Les routes menant à Yaoundé deviendront alors un théâtre de guerre miniature, les postes de contrôle sauteront, les uniformes changeront d'épaule, les blindés du Béhir fonceront peu, être vers la capitale pour défendre le palais ou pour s'en emparer. Dans les quartiers populaires, la population n'aura qu'une seule certitude, personne ne viendra la protéger, car les éléphants qui se battent ne regardent jamais les fourmis qui meurent sous leurs pas. Et dans ce ballet funeste, la France observera, prête à reconnaître le vainqueur, quel qu'il soit, pourvu qu'il garantisse la continuité de ses intérêts. Voilà le Cameroun sur le fil, un pays suspendu entre la peur du présent et la terreur de ce qui arrive. Un pays où l'on sait qu'après 50 ans de règne, la stabilité n'était qu'un mirage maintenu de force et que la vraie tempête commence quand l'homme qui l'incarnait disparaît. Le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que personne ne connaît l'issue, mais tous sentent que la nuit qui vient pourrait être la plus longue de l'histoire du Cameroun.